temps en temps, je fais donc يجيو des mots en arabe فهمتني mais ça sera pas un cours classique هذا هو فهمتني كيما اللي مولف نديرها في لونفي وي فهمتني يا أسامة وي سي فهمت سا دكتور. هكا قلت لهم دكتور يسمى ماهوش كامل اراب دكتور، ما دي بارتي مثلا حوايج باش يفهموهم برك ماشي. mais c'est donc, les gens qui parlent donc on va pas faire معليش c'est bon donc je sais ce que je vais faire معليش c'est bon هكا أسامة oui دكور دكتور كيما تحب oui دكتور. d'accord شير سكرين بارطاجي خلاص. oui ok دكور. c'est bon أسامة أسامة دقيقة باك دكتور نبارطاج سي بون دكتور. سي بون دكتور. on peut commencer وي دكتور. donc c'est bon bonsoir tout le monde on va faire le cours sur le traumatisme ouvert et fermé de l'abdomen. Donc, comme introduction, il faut savoir que les contusions et plaies de l'abdomen sont classiquement regroupées dans la même entité. On traite les contusions et les plaies ensemble parce que les grands principes de leur traitement se superposent. Ça veut dire que la prise en charge a les mêmes principes qui sont premièrement, restaurer un état hémodynamique satisfaisant. Ça veut dire que l'intérêt et le principe pour un malade qui a un traumatisme ouvert ou un traumatisme fermé, pour le médecin, c'est d'avoir un état hémodynamiquement satisfaisant. Ça veut dire un malade stable hémodynamiquement. Deuxièmement, il faut réaliser un bilan lésionnel aussi rapide et précis que possible. Et troisièmement, il faut traiter de façon optimale chaque lésion. Comme définition, le traumatisme abdominal, c'est tout traumatisme qui intéresse la région comprise entre en haut le diaphragme et en bas le plancher pelvien, quel que soit le point d'impact. Ça veut dire, il y a des gens qui pensent que pour dire traumatisme abdominal, il faut que le point d'impact soit antérieur. Non, c'est pas vrai. On peut avoir un point d'impact latéral ou postérieur et ça sera un traumatisme abdominal. Donc l'abdomen, c'est toute la région. C'est pas uniquement l'antérieur. Comme définition de la contusion abdominale, c'est un traumatisme fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de continuité de la paroi abdominale. Maintenant, la paroi abdominale, il n'y a pas de plaie ou là de solution de continuité. Elle est intègre. Par contre, pour les plaies, c'est un traumatisme ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une solution de continuité. Maintenant, un malade qui a une contusion abdominale, l'abdomen est intact, mais il n'y a aucune plaie. Par contre, une plaie ouverte, une plaie de l'abdomen, ça veut dire une solution de continuité. Il y a un contact entre le contenu de l'abdomen et l'extérieur. Sur la plaie de l'abdomen, on va définir ce que veut dire une plaie. Il faut faire la différence. Une plaie superficielle n'est pas considérée comme un traumatisme ouvert. Pour dire traumatisme ouvert, il faut que la plaie intéresse toutes les parties de la paroi. Ça veut dire la peau, le péritoine. Un petit rappel anatomique. Kingulu, cavité abdominale. Elle est limitée en haut par le diaphragme, donc le diaphragme, en bas par le plancher pelvien, en avant par la paroi antérolatérale, en arrière par la colonne vertébrale dorsolombaire, par les dernières côtes et les muscles psoas. La cavité abdominale, fait deux régions. Fait la cavité intrapéritonéale et la région rétropéritonéale. Voilà le péritoine. Comme organes, les organes pleins, les organes creux et les vaisseaux. Sur le plan, on va traiter en premier lieu les contusions, on va traiter les plaies ouvertes. Là, on traite
généralement, principalement les contusions, puisqu'épidémiologiquement, les contusions constituent 80% des traumatismes. Ça veut dire 80% des traumatismes abdominaux, c'est des contusions. Les 20% qui restent, c'est des plaies. C'est pour ça que tous les chapitres de les contusions et les plaies, on traite essentiellement les contusions, puisqu'ils constituent 80% des traumatismes, avec un taux de mortalité de 10 à 30%, qui est un taux très important. Les contusions rentrent dans le cadre du polytraumatisme dans 45 à 75% des cas. On va traiter même les polytraumatismes. Ça fait le polytraumatisme. Sur le plan âge, 50% des blessés ont un âge de moins de 45 ans avec 78% de sexe masculin. Ça, c'est très important. Ça veut dire que les contusions entraînent 10 à 30% de décès chez des jeunes de sexe masculin de moins de 45 ans. Ça veut dire qu'on est en train de perdre un nombre très important de jeunes suite à ces traumatismes. Sur le plan étiologique, il y a plusieurs étiologies qui entraînent une contusion abdominale. La principale étiologie, c'est les accidents de la voie publique et de la circulation, qui sont à l'origine de 60% des lésions et qui sont responsables de 10 à 30% de décès. Ça veut dire les accidents de la route sont responsables de 10 à 30% de décès. C'est un chiffre qui est plus important. Elle a le taux de décès par cancer ailleurs. Les deuxièmes étiologies, c'est les accidents de sport, qui m'a les sports de violence, donc le karaté, donc la boxe, tout ce qui est accident, donc sport de contact. Il y a les accidents de travail, surtout les chutes, les maçons, les gens qui travaillent en hauteur. Suite à des chutes, on peut avoir une contusion abdominale. Il y a les tentatives d'autolyse, donc les suicides, les défenestrations. Comme autre étiologie, il y a la violence, les agressions, et il y a les explosions. Il faut savoir une chose, qu'on a plusieurs étiologies. Donc, accident de la circulation, tentative de suicide, accident de sport, explosion. C'est des étiologies qui sont différentes, mais qui donnent la même conséquence liée à la contusion abdominale. Il faut savoir que ça, c'est des étiologies différentes qui donnent la même conséquence, mais les mécanismes sont différents. On va traiter les mécanismes. Pour faire la différence entre ces étiologies, on a 3 mécanismes principaux. Le premier mécanisme, c'est le choc direct. Donc, c'est ce qu'on appelle la compression ou la contusion appuyée. Par exemple, on donne l'exemple, les accidents du sport. Par exemple, la boxe. On peut avoir un coup de poing direct sur l'abdomen. Là, la gravité et l'importance du traumatisme, elle dépend en premier lieu de l'intensité du choc. Entre un coup de poing, un sportif professionnel et un sportif amateur, l'intensité n'est pas la même. Donc, la conséquence et le résultat n'est pas le même. La deuxième des choses, c'est la durée. On peut avoir un coup de poing rapide, comme on peut avoir un coup de poing qui dure, donc il est appuyé. Ça, donc là, la conséquence n'est pas la même. Troisièmement, la masse du sujet. Avoir un traumatisme abdominal chez un sujet obèse n'a pas les mêmes conséquences d'un traumatisme abdominal direct chez un sujet maigre. Là, donc la peau, la sous-peau, la graisse, elle joue un rôle de protection relativement au sujet maigre. Et enfin, la surface d'impact. Ça veut dire donc avoir un impact, donc un point d'impact plus grand, ça veut dire qu'il y a plus d'organes à l'intérieur de l'abdomen qui peuvent être touchés. C'est le premier mécanisme, c'est le choc direct. Le deuxième mécanisme, c'est la décélération brusque. La décélération brusque. Lorsqu'on est dans un véhicule qui roule à 160 km par heure, il faut savoir que le corps, il roule à la même vitesse. Et par conséquent, le contenu de l'abdomen roule dans la même vitesse. Une fois que le véhicule s'arrête, le grand contenant, le deuxième contenant, le corps, va s'arrêter, puisque généralement on porte des ceintures de sécurité. Mais le contenu de l'abdomen, les organes pleins et les organes creux, ne peuvent pas s'arrêter. Ils continuent à la même vitesse, ce qui va entraîner une déchirure. Les moyens de fixation, généralement, soit les ligaments, soit les pédicules. Et c'est ça ce qui va entraîner soit des perforations, soit des déchirures et des saignements. Le troisième mécanisme, c'est l'effet blast.
généralement, il couvre les explosions. Il faut savoir que dans une explosion, vous les voyez dans les films, on peut avoir une explosion à 50 mètres ou là à 100 mètres, il y aura des vitres qui vont se détruire. Là, il y a des ondes. Donc, l'explosion indique va donner des ondes de choc. Les ondes de choc ils peuvent toucher un malade, donc toucher l'abdomen et donner une contusion abdominale. Bien. Une chose très importante, il faut savoir que la prise en charge hospitalière du traumatisé et son pronostic ne dépend pas uniquement de la structure, je dis, ne dépend pas uniquement de la structure qui reçoit le malade. Ça veut dire, j'ai un traumatisme abdominal, j'ai l'hôpital, un hôpital de périphérie ou un CHU. Le pronostic ne dépend pas uniquement de la structure hospitalière, ça veut dire des compétences médicales et paramédicales, des moyens. C'est vrai que ça dépend, donc il dépend de ça en partie, mais en partie, il dépend aussi de certains éléments. Les HOMA, premièrement, l'intensité et la gravité du traumatisme. Il faut savoir que, par exemple, une chute d'un pont de 15 mètres ou de 20 mètres n'a pas le même pronostic d'une chute de 2 mètres. Un accident sur l'autoroute à 180 km par heure, donc n'a pas le même pronostic qu'un accident à 60 km. Le deuxième élément, c'est le terrain. Le terrain, ça veut dire les antécédents du traumatisé. Là, on a un malade qui a un traumatisme abdominal. Si ce malade est un diabétique, donc c'est un terrain de débilité. Si c'est un malade cardiaque, donc il a un problème cardiaque, ça veut dire que c'est un malade qui supporte mal l'hypovolémie, qui peut être entraîné par l'hémorragie. Donc le pronostic ne sera pas le même avec un malade qui est normal. Un malade qui est anticoagulé, par exemple un malade sous syndrome, c'est un malade où le saignement peut être favorisé par le traitement pris par le malade. Donc, le terrain, il joue un rôle dans le pronostic. Le troisième élément, c'est le délai entre le traumatisme et la prise en charge. On peut avoir un accident à 1 heure. Le malade, par exemple, l'autoroute ou là, pour récupérer le malade, on va faire 3 heures ou 4 heures. Donc, plus le malade reste sur les lieux de l'accident plus longtemps, plus le pronostic est mauvais. Et enfin, la qualité du ramassage et du transport. Ça, c'est très important. La qualité du ramassage et du transport. Le ramassage est une chose et le transport est une autre chose. Le ramassage, c'est le lever du malade du lieu de l'accident vers le moyen de transport, l'ambulance ou un véhicule. Et le transport, c'est donc le véhicule, c'est l'hôpital. Donc, le pronostic du malade, il dépend de ça. Un malade qui est pris en charge sur place par une équipe médicalisée ou là par les pompiers, la prise en charge, c'est où? Et le pronostic n'est pas le même avec un malade qui a été pris en charge par des passagers qui n'ont rien à voir avec les règles du ramassage. On peut, en ramassant donc un malade, en le ramenant le véhicule, on peut aggraver son état. Bien. La prise en charge hospitalière, donc à l'arrivée du malade à l'hôpital. Gouna, avant, les principes de la prise en charge d'un traumatisme abdominal, le premier principe, c'est avoir un état hémodynamique satisfaisant. Donc, le premier élément auquel le médecin doit s'intéresser, c'est l'hémodynamique du malade. Donc, c'est l'état hémodynamique. Donc, à l'arrivée du malade, on doit toujours prendre une tension artérielle. Si je dis une tension artérielle, ça veut dire fréquence cardiaque et fréquence respiratoire. Et entamer immédiatement une réanimation. On peut avoir 2 cas de figure. Soit que le malade, à l'arrivée, présente un choc hémorragique. Ça veut dire un état hémodynamique instable. On peut le réanimer et le malade ne répond pas à cette réanimation. Si je dis réanimer le malade, ça veut dire assurer une bonne réanimation. Si le malade présente toujours un choc hémorragique qui ne répond pas à cette réanimation, là, on confirme que le malade est en train de faire une hémorragie et on doit faire l'hémostase chirurgicale. Donc, on doit opérer le malade. Le deuxième cas de figure, on peut avoir un malade stable hémodynamiquement ou un malade qui se stabilise. On peut avoir un malade qui est instable. Une fois entamé une bonne réanimation, le malade peut se stabiliser. Là, on ne peut pas dire que ce n'est pas une urgence, mais on a relativement, avec le premier cas, on a le temps à faire un bilan lésionnel pour savoir les lésions donc, que présente le malade et traiter le malade.
Le bilan lésionnel, on doit commencer toujours par l'interrogatoire. Quel est l'intérêt de l'interrogatoire? Soit du malade, soit de son entourage, soit de l'équipe de ramassage. L'intérêt de cet interrogatoire, c'est d'avoir les éléments, les éléments du pronostic, les HOMA. Donc l'intensité donc le traumatisme, les antécédents, le terrain, le délai et le ramassage. Donc on va commencer par les circonstances et le mécanisme, les antécédents, l'heure pour savoir le délai et enfin les gestes faits pour avoir le ramassage et le transport. Pour l'examen clinique, on doit toujours commencer par l'inspection. Quel est l'intérêt de l'inspection? Pour la contusion abdominale, l'inspection, elle est très importante puisque c'est elle qui nous permet d'avoir un point d'impact abdominal. On a un abdomen où il n'y a pas de plaie. Donc, pour confirmer qu'il y a un traumatisme abdominal, on doit rechercher un point d'impact abdominal sous forme soit d'ecchymose, soit d'hématome. La palpation, il faut toujours faire une bonne palpation de l'abdomen. Le malade doit être dévêtu, réchauffé. On doit examiner tout l'abdomen à la recherche d'une douleur qui nous oriente vers une région atteinte, voire une défense ou contracture. La percussion à la recherche d'une matité, surtout des régions d'équilibre, les deux gouttières, donc droite et gauche, ça confirme l'existence d'un épanchement intra-abdominal. L'auscultation du thorax, l'intérêt de l'auscultation du thorax, c'est la recherche d'une lésion basithoracique. On va voir après quel est l'intérêt d'avoir des lésions basithoraciques. Et enfin, les touchés pelviens qui ne sont pas systématiques, elles permettent donc de nous orienter. Si on a un bonbon du Douglas, ça peut nous orienter vers un épanchement. Une douleur du Douglas, ça peut nous orienter vers une irritation du péritoine. Et enfin, l'examen des urines, à la recherche surtout d'une hématurie, qui oriente vers soit un traumatisme du bassin, soit vers un traumatisme de l'arbre urinaire, haut ou bas. Voici un petit schéma explicatif. Donc, vous allez le voir après. Par exemple, si on a un traumatisme de l'hypocondre gauche, on a quelques organes qui sont situés dans cette région, dont le traumatisme est plus probable. On a la rate, surtout la rate, le rein gauche, la surrénale gauche, l'ongle colique gauche et le pancréas. Donc, devant tout traumatisme de l'hypocondre gauche, on a le droit de penser à un traumatisme de ces organes. Et en particulier, le plus probable, c'est la rate. L'inverse, par exemple, un traumatisme de l'hypocondre droit, on pense beaucoup plus à un traumatisme du foie, mais on peut avoir un traumatisme de la vésicule biliaire, de l'angle colique droit, du duodénum et de pancréas. Donc ça, c'est un tableau qui vous permet, en fonction du siège et du cadran du traumatisme, d'avoir une idée approximative sur le traumatisme abdominal. Mais il faut savoir une chose, on peut avoir un traumatisme de l'hypocondre, le point d'impact à l'hypocondre gauche, dans lequel on peut avoir un traumatisme du foie, un traumatisme de la vessie. Donc, ce n'est pas systématique. Uniquement le point d'impact, on doit avoir une lésion des organes en regard. Sur le plan radiologique, l'imagerie, on commence toujours par un aspect. Quel est l'intérêt de l'aspect? L'aspect, généralement, on doit rechercher un pneumopéritoine. C'est la lésion la plus évidente de l'aspect. On peut avoir une grisaille diffuse qui peut être évocatrice d'un épanchement, mais on ne peut pas être sûr. Ça peut nous orienter vers un épanchement, mais on doit compléter par d'autres examens pour confirmer l'épanchement. La radio du thorax, l'intérêt, c'est de rechercher une rupture diaphragmatique et surtout des fractures des dernières côtes, que ce soit à droite ou à gauche. Le deuxième examen, qui est très important et qui est l'examen du choix, c'est l'échographie abdominopelvienne. Elle recherche des signes indirects ou des signes directs d'un traumatisme abdominal. Les signes indirects, généralement, c'est les épanchements. Et les signes directs, c'est les lésions des organes pleins. La PLP, qu'est-ce que c'est que la PLP? C'est la ponction lavage péritonéal. C'est un examen qui est un peu agressif, qui est actuellement dépassé du fait de l'existence de l'échographie. C'est un examen dont l'indication est l'absence du plateau technique. Lorsqu'on n'a pas de moyens pour explorer un abdomen dont on a le doute
qu'il y a un traumatisme abdominal, on fait une PLP. Une PLP, c'est au-dessous de l'ombilique. On fait une petite incision de 1 cm de la peau, de la sous-peau, de la peau névreuse. On introduit un cathéter vers le Douglas. Si on introduit le cathéter vers le Douglas et on aura du sang qui sort, ça veut dire qu'il y a du sang à l'intérieur de l'abdomen. Ça veut dire qu'il y a un traumatisme qu'on doit opérer le malade. Lorsqu'on introduit le drain de PLP et on n'a rien, ça veut dire que la PLP, elle est blanche. Mais on peut avoir, par exemple, des urines ou de la bile lorsqu'il s'agit d'un traumatisme, par exemple, vésiculaire ou un traumatisme de la vessie. On peut avoir le drain, des urines ou de la bile. Mais l'inconvénient de cette PLP, c'est quoi? C'est qu'il y a des contre-indications qui sont la grossesse, l'abdomen cicatriciel, les sepsis pariétales. Le deuxième problème, c'est que la PLP, elle permet de nous confirmer l'existence du sang. Mais on ne peut pas savoir la quantité. Est-ce que l'épanchement, il est de grande abondance, il est de faible abondance ou il est de moyenne abondance? En plus, la PLP ne permet pas de nous orienter vers l'organe atteint. Donc, c'est un examen en absence de plateau technique. On doit s'aider d'une PLP. Le troisième examen, c'est le scanner. Le scanner qui est un examen de référence, puisque le scanner, il va nous permettre surtout de classer les lésions des organes. L'échographie, on va avoir un épanchement avec une lésion de tel ou tel organe, foie, rein, rate. Le scanner, il va nous donner une classification de chaque organe, de la lésion de chaque organe, une classification exacte du stade 1 au stade 5. Et c'est en fonction de cette classification qu'on va décider d'opérer le malade ou de ne pas opérer le malade. Donc le scanner, il permet de surveiller le malade et c'est grâce au scanner qu'on a introduit le traitement non opératoire qu'on va voir ultérieurement. Et enfin, l'artériographie, surtout à visite thérapeutique. Lorsqu'on a un saignement d'une artériole ou là, on peut faire une artério pour embolisation, donc pour faire une hémostase radiologique. Le bilan biologique, on doit toujours commencer par un groupage, une FNS. Quel est l'intérêt de ça? C'est pour apprécier l'hémorragie et commencer une transfusion isogroupe isorésus. Il faut savoir une chose, que dans l'FNS, il faut se méfier au début. Si on fait une FNS avec un taux d'hémoglobine au début du saignement, le taux d'hémoglobine peut nous induire en erreur. Alors, puisque le taux d'hémoglobine, au début, il est toujours normal. Parce que l'hémoglobine, c'est le rapport de globules rouges par rapport au plasma. Ça veut dire que les pertes, l'hémorragie, les pertes, c'est les mêmes. Donc le rapport, il restera le même. Mais une fois qu'on admet le malade et on commence le remplissage par les liquides physiologiques, qu'on va augmenter la quantité du plasma par rapport aux globules rouges. C'est là où l'hémoglobine va chuter. Donc l'hémoglobine fait initialement n'est pas un repère pour apprécier l'hémorragie. Donc c'est après avoir un malade stable et un bon remplissage qu'on fait une FNS, donc un taux d'hémoglobine, pour pouvoir apprécier. On doit faire également un bilan biologique complet et un bilan d'hémostase à la recherche d'un trouble d'hémostase. Pour les lésions des organes, on va commencer par les organes pleins. On va commencer par le foie. Les lésions du foie, ils sont retrouvés dans 26% des contusions abdominales. Donc, le quart, un malade sur 4 de traumatisme abdominal peut avoir un traumatisme du foie. Les éléments qui vont nous orienter vers un traumatisme hépatique. C'est un traumatisme de l'hypocondre droit puisque le foie se situe dans l'hypocondre droit. C'est une douleur et défense de l'hypocondre droit à irradiation scapulaire avec des fractures des dernières côtes. Donc devant toute fracture des dernières côtes, qui est un élément évocateur d'un traumatisme de l'hypocondre droit, on doit penser à un traumatisme hépatique. Pour confirmer le diagnostic, on doit faire une échographie avec un scanner. L'intérêt du scanner, c'est d'avoir une classification du traumatisme hépatique qu'on appelle la classification de Moore. On peut avoir un diagnostic péropératoire chez un malade instable.
Comme on a au début, on peut avoir un malade stable, un malade instable. Chez un malade instable qui ne se stabilise pas, on peut envisager une intervention en urgence. Lorsqu'on opère le malade, on peut trouver en opératoire un traumatisme hépatique. Donc, c'est un diagnostic. Voici quelques images du traumatisme hépatique. Là, c'est un hématome sous-capsulaire hépatique. Là, c'est une plaie hépatique qui sectionne le foie en deux. Là, c'est des hématomes intraparenchymateux. Là, c'est des hématomes sous-capsulaires. Pour le traitement du traumatisme hépatique, le traitement chirurgical, il y a le traitement non opératoire. Pour le traitement chirurgical, ça va de la compression manuelle. Donc, on peut avoir une plaie hépatique, oui. Après une compression manuelle, on peut avoir une hémostase spontanée. Donc, une fois l'hémostase faite, on doit drainer et fermer le malade. On peut avoir recours jusqu'au tamponnement périhépatique. Le tamponnement périhépatique, c'est le packing. Donc, on peut avoir un foie déchiqueté où on n'arrive pas à faire l'hémostase. Là, on est obligé de mettre des champs autour du foie pour assurer une hémostase temporaire et revoir le malade après pour une éventuelle hémostase, voire une éventuelle greffe. Parce que le malade qui a un traumatisme abdominal, à l'arrivée, il gît après un certain temps. Oui, c'est un malade qui a perdu du sang. Donc, on ne peut pas rester en opératoire pendant 2 ou 3 heures. Le malade, il est en train de saigner. On s'acharne à faire une hémostase très difficile. Là, on risque de perdre le malade. Donc, on préfère faire ce packing, donc un tamponnement avec des champs, et laisser le malade pour les anesthésistes pour qu'ils le remontent et le revoir dans 24 ou 48 heures. Le revoir dans 24 ou 48 heures, il sera un malade stable, bien rempli. Donc, on aura plus de temps pour le traiter, soit le transférer dans un hôpital qui est spécialisé en greffe. Parfois, ça nécessite des greffes hépatiques. Donc, là, c'est le clampage pédiculaire. Là, c'est une image d'une hépatictomie partielle. On peut avoir recours à une hépatictomie partielle devant un traumatisme hépatique. Lorsqu'on trouve une partie du foie, le foie gauche ou le foie droit, qui est vraiment déchiqueté, on peut faire une hépatictomie partielle, mais qui est atypique. Donc, on ne suit pas les mêmes principes de l'hépatictomie partielle, c'est le NIO. Je fouche les segments. Donc, on doit réséquer la partie déchiquetée. Le deuxième organe qui peut être touché, c'est la rate. Les éléments de diagnostic qui nous orientent vers un traumatisme splénique, c'est toujours un traumatisme de l'hypocondre gauche, douleur et défense de l'hypocondre gauche, à irradiation scapulaire, fracture, comme on l'a dit, des dernières côtes gauches. L'examen paraclinique, c'est la même chose. On doit toujours commencer par une échographie, vu sa facilité, sa disponibilité, sa rapidité et la possibilité de la déplacer vers le malade, et toujours complété par un scanner pour avoir une classification du traumatisme splénique qui va nous orienter vers la décision thérapeutique. On peut avoir aussi le diagnostic péropératoire comme pour le foie. Lorsqu'on opère un malade en extrême urgence, on peut tomber sur un traumatisme splénique. Là, je vous ai laissé la classification du traumatisme splénique du stade 1 au stade 5. Vous voyez la différence entre un stade 1 dans la surface, c'est moins de 10% de surface splénique. Avec le 5, c'est une rate avulsée. Ça veut dire que la rate, elle est déchiquetée. Donc, l'indication opératoire n'est pas la même. Entre un stade 1 ou un stade 2, où on peut tenter un traitement non opératoire avec surveillance, et un stade 5, où la rate, elle est déchiquetée. Là, l'indication opératoire, elle est formelle. Voici quelques images scanographiques de traumatisme splénique à gauche, à droite. Le 1, c'est le foie, le 2, c'est l'épanchement, le 4, c'est la rate. Donc, voici la deuxième image. Le 8, c'est la rate. Les autres flèches,
c'est les plaies spléniques, donc c'est le traumatisme splénique. Donc c'est la même chose. Là, c'est un hématome parenchymateux de la rate. Là, c'est une image d'une rate qui a une petite plaie superficielle. Ça, c'est des hématomes spléniques. Pour le traitement de la rate, on a le traitement non opératoire et le traitement chirurgical. Le traitement non opératoire, lorsqu'on a un malade stable qui a un traumatisme splénique, on peut ne pas l'opérer et le surveiller, à condition qu'on aura un plateau technique adéquat. Ça veut dire qu'il nous permet d'avoir une surveillance clinique, radiologique et biologique stricte. Donc on doit examiner le malade chaque 2 heures, on doit faire des bilans chaque 6 heures et on peut faire une échographie chaque 6 heures, voire un scanner de contrôle. Si on arrive à avoir ce plateau technique adéquat, on peut ne pas opérer systématiquement un traumatisme splénique. Si l'état du malade se dégrade, on peut faire un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, donc, il se divise en deux. On a le traitement chirurgical conservateur et on a le traitement chirurgical radical. Pour le traitement radical, c'est la splénictomie de l'hémostase. Donc, on doit enlever la rate. Voici, donc, généralement, la technique, le pédicule. Donc, on doit clamper le pédicule et enlever la rate. Pour le traitement conservateur, on peut faire une splénictomie partielle. C'est la même chose pour le foie. On peut trouver la partie polaire inférieure de la rate qui est déchiquetée. On peut enlever une partie de la rate et laisser le reste de la rate. On peut faire une électrocoagulation avec le bistouri électrique. On peut faire des sétures. On peut utiliser des cols biologiques pour assurer une hémostase. Quel est l'intérêt du traitement conservateur? L'intérêt du traitement conservateur, c'est de conserver la rate, puisque la rate est un élément qui a un rôle très important dans l'immunité. Une fois réalisée la splénictomie totale, le malade doit être mis sous anticoagulant, doit recevoir une vaccination contre le pneumocoque, contre le méningocoque, contre l'hémophilus. S'il ne fait pas de vaccin, il risque de mourir. Il faut mettre le malade sous antiprophylaxie par la PINI durant 2 ans après l'intervention. Donc, c'est pas facile de faire une splénictomie, surtout chez les enfants. Si on fait une splénictomie chez un enfant qui va vivre 30 ans, donc 50 ans ou 60 ans, il doit faire des vaccinations régulièrement. S'il n'arrive pas à avoir un vaccin, il y a beaucoup de risques s'il fait une infection. Le troisième organe, c'est le rein. Les lésions du rein sont retrouvées dans 9% des contusions abdominales. Les éléments de diagnostic sont un traumatisme thoraco-abdominal avec une hématurie, l'échographie rénale, l'uroscan ou l'UIV permet donc de nous donner le diagnostic. Voici quelques images d'un traumatisme rénal à droite. Voici un rein déchiqueté. Il faut savoir que pour le rein, le traitement il est très difficile. On ne peut pas décider en urgence d'enlever un rein sans avoir une idée sur le rein contralatéral. On peut avoir un traumatisme d'un rein et on fait une néphrectomie et en post-op, on fait des examens, on trouve un rein contralatéral qui n'est pas vraiment fonctionnel. Là, le malade va être un insuffisant rénal chronique qui nécessite une dialyse. Donc, la décision de la néphrectomie n'est pas une décision aussi simple. Pour les lésions des autres organes pleins, on a le pancréas et la surrénale. Pour le pancréas, l'atteinte, elle est rare, mais grave. Le mécanisme de l'atteinte pancréatique, il faut savoir que le pancréas est un organe rétro-péritonéal qui couche sur la colonne vertébrale, donc sur les épines de la colonne vertébrale. Une fois qu'on a un traumatisme antérieur, le pancréas risque de se couper en deux par la colonne vertébrale. Le problème, c'est que les lésions pancréatiques peuvent passer inaperçues. Elles seront diagnostiquées ultérieurement si le malade développe une pancréatite post-traumatique ou des faux kystes. Donc, on peut
ne pas découvrir un traumatisme splénique immédiat, mais le découvrir ultérieurement si le malade fait une pancréatite ou un phokyste. Le scanner abdominal est l'examen du choix, mais la virgingographie rétrograde est l'examen de référence si on suspecte une rupture du canal de Wirsung. Le dosage de l'amylasémie est utile au diagnostic à l'admission. Donc, devant un traumatisme épigastrique où on suspecte un traumatisme pancréatique, on peut demander parmi le bilan à l'admission biologique un taux d'amylasémie. Les lésions des organes creux. Les lésions de l'intestin grêle, avant ça, pour la surrénale. Il faut savoir que la surrénale est un organe qui se situe sur le pôle supérieur du rein. C'est un organe généralement couvert par le rein. Lorsqu'on a un traumatisme rénal, on risque d'avoir un traumatisme surrénalien. Généralement, la surrénale n'est pas un organe qui est très hémorragique, mais généralement, les traumatismes de la surrénale, c'est des hématomes. Là, la décision, elle dépend de la décision du rein. Si on décide de faire une nephrectomie, là, on est obligé de faire une surrénalectomie avec. Si on n'enlève pas le rein, on doit laisser la surrénale. Pour les organes creux, on a les lésions de l'intestin grêle. Pour les perforations de l'intestin grêle, la résection de la partie traumatique et une suture termino-terminale non protégée. Si on a une perforation de l'intestin, on doit faire une résection de la partie perforée et faire des sutures de l'intestin grêle. Il est exceptionnel, même dans une péritonite, d'avoir recours à une jejunum ou une iléostomie. Généralement, les plaies du grêle qui sont post-traumatiques, généralement, on ne fait pas de stomie. Ça veut dire qu'on n'abouche pas l'intestin à la paroi, sauf dans des situations de péritonite très avancées. Là, on peut décider de faire des jejunums ou des iléostomies. Mais généralement, c'est des sutures ou des résections anastomoses. Par contre, pour le côlon et le rectum, qui est un organe plus septique, qui sont des organes plus septiques que l'intestin grêle, lorsque la plaie se situe sur le segment mobile du côlon, on peut faire une colostomie de dérivation. Ça veut dire une plaie du côlon, on la bouche à la peau. Puisque le contenu du côlon, il est septique, les sutures risquent de lâcher. Là, on a le droit de faire une stomie, à boucher le côlon à la peau. Une colectomie segmentaire est appropriée. Donc, enlever le sigmoïde, enlever le côlon gauche, enlever le côlon droit. Lorsqu'on a non seulement une plaie, mais un côlon déchiqueté. Là, on est obligé de réséquer, puisqu'on ne peut pas aboucher un côlon déchiqueté à la paroi. Donc, on doit réséquer et faire une stomie. Pour les lésions gastriques, les plaies ou les perforations gastriques sont traitées par un avivement des berges et faire des sutures. Mais lorsque le traumatisme gastrique est plus important, on peut avoir recours à une gastrectomie partielle, voire une gastrectomie totale. Donc, ça dépend de l'importance de la lésion. On peut avoir une lésion simple, donc une petite plaie. Là, on va suturer. Si on a une lésion plus importante, localisée sur la partie supérieure ou la partie inférieure de l'estomac, là, on peut envisager une résection partielle de l'estomac. Si tout l'estomac est déchiqueté, là, on est obligé de faire une résection totale, ça veut dire une gastrectomie totale. Comme organe, on a parlé au début du contenu, il y a les organes pleins, les organes creux et les vaisseaux. Les vaisseaux qui existent, c'est l'aorte, la veine cave. On peut avoir un traumatisme de l'aorte ou de la veine cave. Généralement, les traumatismes de l'aorte sont très graves. Donc, le malade risque de ne pas arriver à l'hôpital. Pour les traumatismes de la veine cave, le diagnostic est très difficile et même la prise en charge. On a comme cas particulier la femme enceinte et le polytraumatisé. Pour la femme enceinte, le traumatisme peut toucher à la fois la femme et le fœtus. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est devant deux personnes et non pas une personne. C'est-à-dire, on est devant une femme avec un fœtus.
Donc, après avoir examiné et exploré la femme, il faut toujours faire un avis de gynéco à la recherche d'un traumatisme de fœtus ou d'une complication post-traumatique qui généralement, c'est des hématomes rétroplacentaires qui peuvent compliquer ultérieurement. Il faut toujours explorer le fœtus après la femme. Le deuxième cas particulier, c'est le polytraumatisé. Qu'est-ce qu'un polytraumatisé? Le polytraumatisé est un malade qui présente un ou plusieurs traumatismes, dont un de ces traumatismes peut mettre en jeu le pronostic vital. Ça veut dire un double. Des traumatismes bzaf, ça veut dire un traumatisme est très grave, il peut entraîner la mort de le malade. Par exemple, traumatisme crânien, traumatisme thoracique et traumatisme abdominal. Traumatisme crânien, traumatisme abdominal et fracture. Là, c'est un malade qui a plusieurs traumatismes, dont un peut entraîner le décès. C'est le polytraumatisé. Là, la différence avec la contusion abdominale, c'est que la décision thérapeutique va changer. Lorsqu'on a un traumatisme abdominal isolé, on peut décider les traitements non opératoires. Mais si le malade a un polytraumatisme, là, tout le monde est obligé d'assurer l'hémostase tant qu'il peut. Ça veut dire qu'il y a un malade qui a plusieurs traumatismes qui sont en train d'entraîner des saignements. Il a un saignement cérébral, un saignement thoracique, un saignement abdominal et un saignement, par exemple, de fracture. Là, chacun doit faire l'hémostase de sa région. Plus on fait l'hémostase donc de chaque lésion, plus le malade vaut mieux. On ne peut pas laisser même un traumatisme, même un saignement des fractures minimes, un saignement abdominal minime, un saignement thoracique minime, un saignement crânien minime. Donc la sommation va entraîner un saignement important qui va entraîner le décès du malade. Donc là, la décision thérapeutique va changer. On va faire une hémostase chirurgicale. Même si le saignement abdominal est minime, là, on doit faire l'hémostase pour diminuer l'hémorragie et assurer donc et avoir un bon pronostic pour le malade. Là, c'est les contusions abdominales. On va passer vers les plaies ouvertes, les plaies de l'abdomen. On a la définition des plaies, c'est un traumatisme avec solution de continuité. Mais pour dire solution de continuité, il faut que la plaie soit transfixante de la peau au péritoine. Ça veut dire qu'il y a une communication entre la cavité abdominale et le milieu extérieur. Si éviscération, qu'est-ce que ça veut dire éviscération? Éviscération, j'ai une viscère. Donc, extériorisation de viscère. Ça veut dire que j'ai un malade avec des onces ou de l'épiplan à l'extérieur. Donc là, le diagnostic, la différence entre les contusions et les plaies, c'est que le diagnostic des plaies est plus évident et plus facile. Donc, le malade peut rentrer avec une plaie abdominale et des onces à l'extérieur. Ça, c'est une éviscération dont l'indication opératoire est posée immédiatement. On doit opérer le malade. S'il n'y a pas d'éviscération, j'ai un malade avec une plaie abdominale où il n'y a pas de viscère à l'extérieur. Donc, là, on doit d'abord confirmer que la plaie, elle est ouverte. Ça veut dire que la plaie, elle est pénétrante. En examinant le malade par le doigt ou par une sonde, si on arrive à rentrer à l'intérieur de l'abdomen, ça veut dire que c'est une plaie pénétrante. Là, l'indication, elle dépend de deux éléments. Le premier élément, c'est l'état hémodynamique du patient. C'est la même chose. Si le malade est stable, on peut le surveiller. Si le malade est instable hémodynamiquement, il faut l'opérer pour faire une hémostase. Ça veut dire que à l'intérieur de l'abdomen, il y a une lésion qui est en train de saigner et qui n'a pas s'arrêter. On doit arrêter l'hémorragie par un traitement chirurgical. Si le malade est stable, là, la décision thérapeutique, elle va dépendre du siège de la lésion. Il faut savoir une chose, que dans les plaies ouvertes, on a deux éléments qui peuvent être touchés. Soit les organes pleins, soit les organes creux. Si l'atteinte, donc si la plaie touche un organe plein, la conséquence sera une hémorragie. Donc là, on va surveiller le malade sur le plan hémodynamique. Si on a une plaie de l'hypocondre droit ou on a une plaie du foie, si le malade reste hémodynamiquement stable, ça veut dire que l'hémorragie n'est pas vraiment importante, on peut le surveiller. Le deuxième organe qui peuvent être touchés, c'est les organes creux. Là, c'est un problème. Si on a une plaie d'un organe creux, quel que soit l'état du malade, si on suspecte une plaie d'un organe creux, on doit opérer le malade. Là, parce que la conséquence, c'est la péritonite.
et par conséquent, le choc septique qui va entraîner le décès du malade, même si la plaie, elle est punctiforme. Une plaie du côlon ou du rectum punctiforme, elle va entraîner un choc septique et le décès du malade. Par contre, une plaie hépatique, même si elle est importante, le malade peut faire une hémostase spontanée, on peut le transfuser et le malade va bien. Là, j'ai fait donc un petit tableau décisif devant une contusion ou une plaie abdominale. Maintenant, au début, on peut avoir deux cas de figure. Soit un choc hémorragique ou une plaie pénétrante évidente. Là, la décision thérapeutique est évidente. Devant un malade qui a une contusion abdominale ou instable ou une plaie pénétrante et qui est instable, on doit opérer le malade et faire l'hémostase, soit par laparoscopie ou laparotomie. Le deuxième cas de figure, on peut avoir un état hémodynamique stable. Ça veut dire que la malade a une bonne tension. Là, on peut faire un bilan lésionnel clinique, radiologique, pour rechercher la lésion. On peut avoir des examens qui sont normaux. Un malade qui a une plaie, qui a une contusion abdominale, avec une échographie ou un scanner qui est normal. Là, on doit surveiller le malade. La surveillance était égale une surveillance clinique, biologique et radiologique. Devant toute dégradation, qu'elle soit clinique, biologique ou radiologique, on va explorer le malade chirurgicalement. Le deuxième cas de figure, on peut avoir des résultats de ces examens qui sont douteux. Donc, on n'est pas sûr de la lésion. Mais le malade est toujours stable. Là, on peut aussi le surveiller comme le premier. Devant toute dégradation, on peut l'opérer. Le troisième cas de figure, on peut avoir des examens qui sont pathologiques. Pathologique égale un épanchement intra-abdominal. Si on a un épanchement intra-abdominal, la question qui se pose toujours pour le chirurgien, est-ce que cet épanchement est du sang ou du liquide digestif? Donc, y a-t-il une plaie d'un organe plein ou d'un organe creux? S'il s'agissait d'un organe plein, on peut faire un scanner, classer la lésion et surveiller le malade. Et toujours devant toute dégradation clinique, biologique ou radiologique, on peut envisager l'intervention chirurgicale. Mais si on a une suspicion d'une perforation d'un organe creux, quel que soit l'état du malade, même s'il est stable hémodynamiquement, il paraît qu'il est très bien, là, on doit opérer le malade immédiatement. Donc, si on suspecte une perforation d'un organe creux, c'est l'équivalent d'un choc hémorragique réfractaire à toute réanimation. On ne peut pas risquer de laisser le malade jusqu'à ce qu'il évolue vers le choc septique et par conséquent vers le décès. En conclusion, il faut savoir que les accidents de la voie publique restent la cause la plus fréquente des traumatismes abdominaux chez les jeunes. Malgré les progrès de moyens diagnostiques et thérapeutiques, la mortalité et la morbidité restent très élevées. Merci. Oussama, Oui, docteur. c'est bon. C'est bon, docteur. Docteur, Oui, درك le cours était un peu, je pense que le cours était, je suis un peu rapide ou là, mais j'ai essayé donc d'expliquer un peu. La RALP, c'est pas les mêmes conditions à l'amphithéotique pour bien discuter. Je pense que j'ai essayé de vous expliquer. Oui, Oussama, docteur. Oui, docteur. كيف أهلا؟ دكتور درك لي كيستيون دكتور les questions وين راح نلقاهم؟ لي كيستيون دكتور دروات يا اخي دروات هيك كاين كومنتير وكاين بريفي تشات. وي دكتور لي كومونتير في لي كومنتير نلقى لي كيسيون. وي دكتور Eh بصح là donc c'est rapide. Est-ce que le pneumopéritoine est une indication chirurgicale? Oui. Donc je peux répondre immédiatement Oussama. وي قاعدين يسمعوا فيا. وي قاعدين نسمعوا فيك دكتور. Bien sûr, donc le pneumopéritoine est une indication chirurgicale. Alors, un pneumopéritoine égale perforation d'un organe creux. حنا قلنا le problème qui se pose le traumatisme abdominal, si on suspecte un traumatisme d'un organe creux, l'indication opératoire ne fiège discussion.
Parce que le risque, c'est la péritonite et le choc septique et le décès. Zid. Pour la classification de mort, à partir de quel stade on envisage le traitement chirurgical? Bien. Pour la classification de mort, quand la classification de mort, stade 1, 2, 3, donc c'est des lésions, généralement. L'indication opératoire, on a deux éléments pour l'indication opératoire. On a le malade et la lésion. Bien. Le malade, ça veut dire, si on a un malade qui a un traumatisme abdominal, s'il est stable, donc il n'y a pas d'indication opératoire. S'il est instable, on doit l'opérer. Ça veut dire, un malade, peu importe la lésion qu'il a, s'il est instable hémodynamiquement, on doit l'opérer sans discussion. Bien. Si on a un malade stable, donc il est bien, on lui fait un scanner, on trouve une lésion type 5. Ça veut dire une lésion vasculaire, une lésion vasculaire ou un organe déchiqueté. Même si c'est un malade stable, on ne peut pas laisser un organe déchiqueté. On doit l'enlever. Donc, l'indication, c'est pour ça, Gouna, la classification, elle va changer l'indication opératoire. Cadre un malade qui était stable, on a décidé de ne pas l'opérer. Mais qui diront le scanner, nous avons un stade 5, là, on va changer d'indication. Un stade 5, c'est l'indication opératoire. Z. Quelle est la technique du prise en charge correspondante à chaque stade de classification des contusions spléniques hépatiques? Non, il n'y a pas de technique qui correspond. Il y a un traitement pour les deux organes. Il y a le traitement conservateur et le traitement radical. Donc, chirurgical. Le traitement non opératoire, ça veut dire on surveille le malade. On surveille cliniquement, biologiquement et radiologiquement. Si le malade, l'état se dégrade, on doit l'opérer. Si le malade va bien, les lésions ou les plaies, ils vont cicatriser. Et le sang va se résorber, le malade range très bien. Si on décide un traitement opératoire, le traitement opératoire, il y a le conservateur, il y a le radical. Le conservateur, ça veut dire on conserve. On doit conserver le foie et conserver la rate, puisque c'est des organes qui ont des fonctions. Si on arrive à conserver, c'est l'idéal. Si on n'arrive pas à conserver, on doit faire une splénictomie ou une résection du foie. Des fois, même pour le foie, qui est un organe vital, si on n'arrive pas, donc un foie déchiqueté, un packing, et on doit envoyer le malade vers un centre de greffe. Z. Donc, Oussama, il faut donc que les questions soient, puisque je ne peux pas répondre comme. Explique-nous un peu la virgingographie rétrograde. La virgingographie rétrograde, c'est l'équivalent de la CPRE. Donc, on doit rentrer par endoscopie jusqu'à l'abouchement de la papille. Donc, la papille, quand l'abouchement, c'est le virsung et c'est le canal, donc c'est le colidoque. Tu vois, là? Donc, on doit cathétériser le virsung et envoyer un produit de contraste. Le produit de contraste, il va opacifier le virsung. Si on a une section sur le pancréas et une plaie, le produit de contraste va s'extérioriser et on aura une flaque qui confirme la plaie, c'est le virsung. Z. L'état hémodynamique veut dire les potentiaux. Non, l'état hémodynamique veut dire les constantes, la tension du malade. L'état hémodynamique, c'est la tension artérielle et la fréquence cardiaque. On peut avoir un état hémodynamique instable, ça veut dire le malade en hypotension. On peut avoir un état hémodynamique stable. Comment évaluer la stabilité hémodynamique chez les malades chroniques, HTA et diabète? Bien, ça c'est très important. On doit savoir les antécédents, c'est le malade qui m'a dit. Alors, on peut avoir un malade qui est hypertendu et qui vit avec un 16-9 ou là. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, on peut avoir un malade avec un 11-5, 16-6. Pour nous, 11-6, c'est une tension qui est normale, alors que le malade, il est connu comme étant un hypertendu. Là, le 11-6 est une hypotension par rapport à ce malade. Z. Est-ce qu'on réalise l'ASP en urgence? Oui, c'est faisable. On ne peut pas demander un ASP chez un malade qui est polytraumatisé ou la alité. Il faut savoir une chose, que l'ASP en position couchée n'a pas d'intérêt. Si on arrive à faire un ASP en position debout, oui. Mais en position couchée, il n'a pas d'intérêt puisque je cherche un pneumopéritoine, bench en position couchée. Ça veut dire quoi? Une lésion pédiculaire du rein. Le pédicule, c'est l'artère et la veine. Kingulo pédicule, c'est l'artère et la veine. Z. Quand est-ce qu'on suspecte une perforation? On suspecte une perforation devant des signes cliniques ou radiologiques. Radiologique, on a le pneumopéritoine, que ce soit FLASP ou le scanner.
Cliniquement, c'est devant, c'est l'intérêt, elle a l'examen clinique, la palpation, à la recherche d'une contracture ou d'une défense. Lorsqu'il y a une modification donc, de l'état de l'abdomen, le malade, au début, il est bien. Après, le malade développe une défense ou une contracture. Là, on suspecte une perforation. Zud, est-ce que toutes les contusions abdominales apparaissent à la peau par ecchymose, peut-être sans signe? C'est pas toutes les lésions qui ont des points d'impact abdominal. On peut ne pas avoir de point d'impact abdominal. C'est pas automatique. Le point d'impact, c'est généralement dans le premier mécanisme, le choc direct. Ça veut dire un choc appuyé. Un coup de poing ou là. Donc, lorsqu'on a un traumatisme, un choc direct, là, on peut avoir, mais c'est pas automatique, on peut avoir un point d'impact. Mais le mécanisme, les explosions, l'effet blast ou la décélération brusque, là, on n'a pas de point d'impact, mais on a une lésion abdominale. C'est quoi un packing? Un packing, c'est une compression du foie par des champs. Donc, on met des champs sur la partie supérieure et inférieure pour comprimer le foie et on ferme l'abdomen et on laisse le malade 24, 48 jusqu'à 72 heures pour le remonter par les médecins anesthésistes pour avoir un malade stable. On va revoir le malade. Donc, on va réopérer le malade et enlever ses champs et faire l'hémostase. Pourquoi l'atteinte du pancréas peut passer inaperçue? L'atteinte du pancréas peut passer inaperçue parce que ce n'est pas une lésion très hémorragique. Généralement, le foie est la rate. Là, c'est des lésions qui sont évidentes au diagnostic parce que c'est des lésions hémorragiques. Donc, le diagnostic se fait par un épanchement intrapéritonéal, généralement de grande abondance, qui est du sang. Là, on peut avoir le diagnostic. Mais le pancréas est un organe rétropancréatique. Oui, la lésion n'est pas vraiment hémorragique. On peut passer à côté du diagnostic. C'est ultérieurement devant une pancréatite ou là, un focyste qu'on peut faire le diagnostic. Un polytraumatisme avec état hémodynamique instable, est-ce qu'il va être opéré sur toutes ces lésions en même temps ou bien il y a une priorité? Là, donc, vous allez voir ça dans le cours du polytraumatisme. Il faut savoir que les lésions, un polytraumatisé qui a plusieurs lésions, les lésions, on les classe par ordre de priorité. Il faut savoir que la première lésion qui est vraiment prioritaire, c'est le crâne, puis le thorax, puis l'abdomen, et enfin les fractures. Z. Est-ce que c'est nécessaire de doser les bêta-HCG chez une femme traumatisée en âge de procréation en avant de la réalisation de radio? Non. Là, donc, on a l'interrogatoire. On doit demander à la femme si elle est. Mais il faut savoir une chose, si on est devant une malade dont le pronostic vital est en jeu et qui nécessite de faire des radios devant des fractures, on doit faire des radios. On n'a pas le choix. En cas d'un état hémodynamique, quand est-ce qu'on pense à la chirurgie? Après 2 heures, par exemple, de persistance d'instabilité, après combien de temps? Non, ça dépend. On peut avoir un malade qui est instable. On va réanimer le malade. On ne va pas le réanimer durant 10 heures. Normalement, un malade, une fois qu'on démarre la réanimation, au bout d'1 heure, un bon remplissage, le malade va se stabiliser. Si le malade commence à chuter la tension malgré le remplissage, ça veut dire que les pertes sont plus que les arrivées. Ça veut dire qu'on est en train de remplir où les pertes ils sont plus. Là, on doit arrêter les pertes, sinon le remplissage ne sert à rien. Donc, docteur, s'il vous plaît, chez un malade stable, dans quel stade, selon vous, on envisage une splénictomie d'hémostase? Mais généralement, c'est le 5, il est systématique. La splénictomie, elle est systématique. Des fois, le 4, si le malade donc, présente une petite instabilité, on peut envisager une splénictomie. Est-ce que chaque accident nécessite une surveillance, que ce soit boxing ou AVP ou chute? Non. Là, devant un traumatisme, la décision de la surveillance, elle dépend du traumatisme en lui-même. Si je reçois un malade qui fait une chute de 10 mètres, même si le malade cliniquement n'a rien, le traumatisme, il est grave. Donc, les lésions peuvent se développer après quelques heures. Là, vu l'importance du traumatisme, je dois garder le malade en surveillance. Mais une fois, si j'aurais un malade qui a un petit traumatisme abdominal banal et qui habite à côté de l'hôpital, je peux le libérer devant tout problème, il peut revenir. Par contre, un malade qui a un traumatisme grave et qui habite loin, même s'il a
s'il n'a rien du tout, là, je dois garder le malade en surveillance. Z. Z. Patient, mourad, stable, on opère. Mais ça dépend. Ça dépend. Là, la décision. On peut avoir des classifications scanographiques qui disent c'est un MOUR 3 ou un MOUR 4. Mais cliniquement, le malade, il est très bien. Donc, surtout pour un MOUR 5, ça veut dire qu'on a un organe qui est déchiqueté. Là, l'hémorragie ne va pas s'arrêter. Donc, c'est impossible d'avoir un malade stable. Bien. Donc, là, si on a un stade 4, avec un malade instable, on peut décider d'opérer. Si on a un malade stable, on peut le surveiller quelque temps, refaire une échographie, par exemple, qui est un examen simple et rapide. Si l'épanchement augmente, ça veut dire que les lésions saignent toujours. Là, on peut décider d'opérer. Colostomie temporaire de dérivation veut dire quoi? Colostomie temporaire de dérivation, ça veut dire j'ai une plaie dont je ne peux pas la suturer immédiatement car il y a un risque de lâchage et de faire une péritonite. Je fais une colostomie, donc j'abouche le côlon à la peau et ultérieurement, je récupère le malade pour préparer le côlon. Je fais remettre la colostomie. Ça veut dire qu'elle n'est pas définitive. Donc, le tamponnement périhépatique, on la réalise seulement en cas de lésion grave. Oui, le tamponnement, le packing, on le réalise devant un traumatisme très grave du foie pour lequel on n'arrive pas à faire l'hémostase. Et deuxièmement, chez un malade qui est vraiment instable, un malade qui a perdu beaucoup de sang, je ne peux pas m'acharner à faire une hémostase durant 2 heures où il est en train de saigner toujours. Là, je risque de perdre le malade. Je préfère mettre des champs et le remplir jusqu'à avoir un malade stable pour le réopérer. Si on n'arrive pas à faire un aspect en position debout, comment faire le diagnostic d'un pneumopéritoine? Donc, c'est pas nécessaire de faire. On va faire un aspect. Donc, on va faire une échographie et faire un scanner. On peut avoir le diagnostic du pneumopéritoine au scanner. Quelles sont les indications du tamponnement périhépatique? C'est le traumatisme hépatique grave et le malade instable. Différence entre défense et contracture abdominale à la palpation. Là, je le fais au TD. Donc, la défense, elle est localisée, la contracture, elle est généralisée. La défense, on peut la vaincre, la contracture, non. La défense, elle est volontaire, la contracture, non. La défense, elle est localisée, invincible, permanente. Donc, la défense, elle est intermittente, la contracture, elle est permanente. Ça veut dire quoi? Grisaille diffuse. Donc, un aspect normal, on doit avoir donc des clartés, le huma des gaz. C'est logique, puisqu'il y a du tube digestif. Si on trouve un aspect blanc, ça veut dire soit l'aspect il est de mauvaise qualité, soit il y a du liquide. C'est ça le grisaille diffuse. Une écho normale ne nécessite pas une TDM, bien sûr. Si on a un malade qui a une iconographie normale, l'intérêt du scanner, c'est de classer les lésions. Pour dire lésion, il faut avoir au minimum un signe indirect, l'épanchement. Devant tout épanchement, on peut suspecter une lésion d'un organe plein. On doit compléter par un scanner pour voir la lésion et la classer. Il y a plus de sang. Il y a plus de sang. Ah, ça, je sais pas. Est-ce qu'on donne anticoagulant pour arrêter le saignement? Comment donner un anticoagulant pour arrêter le saignement? Arrêter le saignement veut dire coagulation. Anticoagulant, c'est un médicament qui permet de diluer le sang pour ne pas avoir une coagulation. Donc là, si le malade est anticoagulé, on doit arrêter l'anticoagulation pour avoir une hémostase. Et pas l'inverse. Z. Si Kane. C'est quoi? Ah, c'est bon. Quoi? Oussama. Oui, docteur. Z, temporaire de dérivation veut dire quoi? Donc, il y a beaucoup de questions qui se répètent, hein, la balka. Le tampon périhépatique, on réalise seulement en cas de lésion grave. Donc, ça, c'est bon. On a répondu.
Zid, Oussama, Zid. Oussama. Oui, docteur, Quelles sont normalement, les indications du Zid, chauffe-moi s'il y a d'autres questions. Différence entre c'est bon, ça veut dire quoi le c'est bon, unico c'est bon, ce qu'on donne donc c'est bon. Quel est l'examen de première intention en de contusion? L'examen de première intention en cas de contusion est l'échographie. Là, parce que c'est un examen facile, rapide, non invasif. On peut le déplacer au malade. On peut avoir un malade alité qui ne peut pas être déplacé. Non, on peut ramener l'échographie. Non. Tania, c'est un examen qui permet de nous donner une idée. Y a-t-il épanchement ou non? Y a-t-il l'épanchement? La quantité de grande abondance, de moyenne abondance. Donc, on peut avoir une idée initiale sur l'état de l'abdomen du malade. Zid. Merci. Donc, expliquez-nous un peu la virgingographie rétrograde. Je l'ai expliqué déjà. C'est quoi le clampage pédiculaire? Le clampage pédiculaire, c'est le clampage de l'artère et de la veine. Donc là, de l'artère et de la veine pour diminuer le saignement, pour avoir le temps de faire une hémostase. On ne peut pas faire des sutures, puis une plaie qui est en train de saigner. On clampe momentanément pendant quelques minutes pour faire la suture, puis on déclampe et voir si la suture elle est efficace ou non. S'il y a persistance du saignement, on peut refaire le clampage et assurer encore l'hémostase. Plateau, c'est pas plateau clinique adéquat, c'est plateau technique. Le plateau technique adéquat pour la surveillance, c'est avoir un bilan biologique disponible, des examens radiologiques disponibles, et des médecins et des infirmiers disponibles pour la surveillance. On ne peut pas laisser un malade sans surveillance et ne pas avoir un infirmier qui prend l'attention chaque 2 heures. On ne peut pas laisser un malade sous surveillance sans avoir de bilan biologique disponible. J'ai dire une FNS, il dit que non, on ne peut pas le faire. Tu veux refaire une échographie, il dit que non, ce n'est pas disponible. Donc, il faut avoir un plateau technique adéquat et disponible pour décider du traitement non opératoire. Zid, plateau technique, docteur FNS, on parle de l'hémoglobine ou l'hématocrite, c'est la même chose. L'hémoglobine, c'est le tiers de l'hématocrite. Si on a une hémoglobine à 9, l'hématocrite va être dans les environs du 27%. Donc, l'hématocrite ou l'hémoglobine, c'est la même chose. Comme il faut insister sur une chose, qu'au début, à l'arrivée du malade, l'hémoglobine et l'hématocrite peuvent être normales. Faut pas tenir compte. Faut après avoir assuré un bon remplissage, un bon état hémodynamique, là, on peut juger de l'état donc de l'hémoglobine et de l'hématocrite. Veut dire quoi UIV, urétro. Donc c'est l'opacification donc de l'arbre urinaire à travers une injection veineuse. On injecte un produit de contraste à élimination rénale et on fait des examens. Donc, un produit de contraste qui a élimination rénale. Youssouf le sang, il va aller vers les reins où il sera excrété vers les organes, donc vers l'appareil urinaire extérieur. On fait des clichés. نلقاو هذيك l'opacification. نشوفوا les deux reins, les deux uretères, donc la vessie, l'urètre. Là, on peut voir s'il y a une rupture du rein, on va avoir du produit de contraste à l'extérieur. S'il y a une lésion tel urtère ou tel urètre, on va avoir une extériorisation du produit de contraste. C'est pas, c'est je veux avoir des questions. Je veux avoir des questions. Rien. C'est bon ou c'est bon? oui, docteur. Il n'y a plus de Normal- questions. Oui, normalement, c'est bon, docteur. Donc, très bien. Pourquoi on fait une auscultation thoracique? Gunnar, devant un traumatisme, donc des dernières côtes thoraciques, il faut savoir une chose, que anatomiquement, le diaphragme, en antérieur, il ira en postérieur. On peut avoir un traumatisme associé. C'est à la partie basse du thorax et du foie. Des fois, si on a un traumatisme surtout postérieur, on peut avoir un épanchement pleural avec une lésion hépatique. La même pour la rate. Donc, si on a un traumatisme thoracique bas avec des fractures, là, on suspecte un traumatisme abdominal associé.
Pourquoi on donne des HBPM en disant que faire dose d'une atteinte splénique? Bien. Il faut savoir que après une splénictomie, on va avoir une augmentation du taux de plaquettes. Il y aura une hyperplaquetose post-splénictomie. Et l'hyperplaquetose va entraîner une thrombose de toutes les veines. Donc, si on ne donne pas un anticoagulant, on risque d'avoir des embolies, et même une embolie pulmonaire. Donc, tout malade, mais allez, donc, dire le stage, il faut voir les malades splénictomisés en post-op, le nombre donc, de plaquettes, il y aura une augmentation très importante. Si on ne met pas des anticoagulants, le malade risque de faire des embolies. Z. À la recherche d'une atteinte thoracique associée. Le bilan biologique en urgence. On a le bilan biologique en urgence. On doit faire un bilan, donc un groupage Rhésus plus FNS pour apprécier l'hémorragie et pour éventuelle transfusion ésogroupe-ésorhésus. On doit faire un bilan d'hémostase. On doit faire un bilan biologique pour voir le retentissement. Un bilan rénal pour voir le retentissement de l'hémorragie, de l'hypovolémie. Z. Donc, merci Doc. S'il y a des échymoses, ça oriente vers quoi? S'il y a des échymoses, ça oriente vers c'est un point d'impact. Ça n'oriente vers rien. Ça confirme qu'il y a un point d'impact dans cette région. On doit continuer l'exploration pour voir les lésions. Z. Comment reconnaître une plaie qui met en jeu le pronostic vital? Mais quelle plaie? Toute plaie importante peut mettre en jeu le pronostic vital. Si c'est une plaie d'un organe plein, elle va mettre en jeu le pronostic vital par l'hémorragie. Si c'est une plaie d'un organe creux, elle va mettre en jeu le pronostic vital par le risque d'évolution vers la péritonite et le choc septique. Mais en matière d'organes creux, plus le niveau de la plaie est bas, plus le risque est plus grand. Donc, le côlon et le rectum, c'est des organes très septiques. Donc, le risque, il est plus grand que le grêle et l'estomac. Zit. Le bon ramassage, il se fait comment? Le bon ramassage, il y a des techniques pour le ramassage. Je donne un exemple. Par exemple, devant une suspicion d'une fracture du rachis, on ne peut pas déplacer le malade n'importe comment. On doit ramasser le malade dans le même niveau. Donc, on doit prendre le malade par la tête et les épaules, par le bassin et par les pieds. Donc, le rachis doit être dans le même niveau. Si on fait un geste où le rachis, donc il y aura un décalage entre la tête et les épaules et le bassin, là on risque de déplacer une fracture. Les fractures du rachis, le risque c'est quoi? C'est pas l'os, c'est la moelle. Là, lorsque la fracture se déplace, on risque de faire une section de la moelle et là le malade va être paraplégique ou quadriplégique à vie. Il risque de mourir. Comment connaître une plaie qui met en jeu comment transfuser un malade instable avec antécédent d'insuffisance cardiaque? Le malade, s'il a une insuffisance cardiaque, ça veut dire qu'il a un cœur fragile. Donc le problème qui se pose, c'est que c'est un malade qui supporte mal l'hypovolémie. Là, on doit transfuser le malade. Mais le problème qui se pose, c'est le malade a une insuffisance cardiaque. Le rythme de transfusion ne doit pas être donc, grand. Sinon, le malade là, il risque de faire un OAP. Mais là, on doit transfuser le malade et voir l'évolution. Z. Le traitement chirurgical d'une éviscération. Une éviscération, c'est l'extériorisation de viscères. S'il n'y a pas de lésion, le traitement chirurgical, c'est quoi? C'est le nettoyage de viscères, les remettre à l'intérieur de l'abdomen et fermeture de la plaie. Le traitement, donc, j'ai pas compris quand on fait un tamponnement et quelle est la différence avec la compression et quand on ne le fait pas. La compression, c'est manuel. Je prends le foie et je le comprime avec les mains. Je comprime une plaie qui m'offre les plaies pariétales. Tu fais une compression qui m'a pour les épistaxis. Tu fais une compression bimanuelle, donc les doigts, jusqu'à
hémostase. Ça, c'est la compression manuelle. Le tamponnement, je mets des champs autour du foie et je ferme l'abdomen. Les champs, ils restent une journée, 2 jours, 3 jours. C'est les champs qui sont en train de comprimer le foie et je ferme. Le tamponnement, c'est pendant un quart d'heure ou une demi-heure. L'abdomen est ouvert, je fais une compression et je lâche. Et je vois. S'il y a hémostase, c'est bon. S'il n'y a pas d'hémostase, je peux refaire la compression. Une atteinte d'un organe creux, est-ce qu'elle est plus grave que celle d'un organe plein? Bien sûr. L'atteinte de l'organe plein, Gunnar, elle est grave si elle entraîne une hémorragie importante. Par contre, l'atteinte d'un organe creux, même si la lésion est minime, les risques, c'est la péritonite. Et par conséquent, c'est le choc septique et le décès. Zit. Donc, il y a donc un sénateur. Oussama, Oui, docteur. c'est bon, il n'y a plus de questions. Normalement, il n'y a plus de questions. Non, On ne fait on- pas de ah. suture pour le foie. Si, on peut faire des sutures pour le foie. On peut avoir une plaie superficielle, on peut faire une électrocoagulation avec le bistouri électrique, on brûle la plaie, elle peut s'arrêter. Pour le traitement d'une plaie, par exemple, une plaie du foie, on peut à l'ouverture trouver une plaie où l'hémostase a été déjà faite. Donc, ça c'est bon. Je peux être ramené à faire une compression bimanuelle et la plaie s'arrête. Bien. Je peux faire une électrocoagulation avec du bistouri électrique. Donc la plaie peut s'arrêter. Je peux faire une suture. Bien. Et ça peut s'arrêter. Z, est-ce que le tamponnement a des contre-indications? Bien sûr. Le tamponnement a des contre-indications, raison pour laquelle on ne peut pas le laisser éternellement, puisque c'est des corps étrangers intra-abdominaux. Le premier problème pour le tamponnement, c'est quoi? C'est l'hyperpression intra-abdominale. Donc, les champs vont entraîner une hyperpression intra-abdominale qui va avoir une conséquence sur le retour veineux. Donc, il y aura une hyperpression sur l'abdomen. Donc, le retour veineux, les membres inférieurs à travers la veine cave, va être gêné. Donc, il y aura des problèmes. Donc, on ne doit pas laisser le packing, le tamponnement, plus de 3 jours. Donc, c'est le max, c'est 72 heures. Zid. Encore. C'est bon. Est-ce que le cours était clair? J'aimerais bien avoir des commentaires. Est-ce que le cours était clair? Est-ce que le diagnostic d'un pneumoperitoine chez la femme enceinte est facile? Là, vous précisez la femme enceinte. Vous savez que chez la femme enceinte, on ne peut pas faire de l'ASP, ni le scanner. Mais si le pronostic vital est en jeu, on peut les faire. C'était très clair, merci. C'est beaucoup, oui, c'était clair, c'est très clair. Monsieur, est-ce qu'on peut réaliser, rétablir la continuité digestive d'une son nom protégé après la résection d'un segment du grêle atteint? Bien sûr, pour les plaies gréliques, la différence, c'est que le grêle n'est pas aussi septique que le côlon. Donc, on peut faire des sutures et on peut faire des résections anastomoses non protégées, puisque le contenu n'est pas septique. Donc, le risque de lâchage n'est pas le même que pour le côlon. C'est pour ça, je peux faire des sutures fleugrelles sans protection, le côlon non. Je fais une note bien expliquée, merci à vous. Très bien, donc énormément de docteurs. Très bien. C'est bon. C'est Oussama. Oui, docteur.
Je pense que on a fait le tour, donc j'ai répondu sur toutes les questions. Les questions les faites donc les premières questions donc là je vais répondre. Oui. Les questions les قاليتهم كل je pense que j'ai répondu. Les pratlo une question où j'ai pas répondu et عاودها je suis là pour répondre. Donc je pense qu'on a fait le tour. Euh, quel est l'intérêt du colostomie temporaire? Il n'y a pas d'intérêt d'une colostomie temporaire. C'est une solution imposée. Puisque dans le côlon, on ne peut pas faire de suture dans un côlon infecté, puisqu'il contient des matières. Donc il est septique. Si je fais une suture, je risque d'avoir un lâchage ultérieur et par conséquent une péritonite post-opératoire et le décès du malade. C'est pour ça que je fais une colostomie temporaire. Ultérieurement, je vais préparer et laver le côlon pour rétablir la continuité et fermer le côlon. Est-ce que la gravité de la rétro, mais chez la rétro, le rétro-pneumopéritoine et et le pneumopéritoine est la même? Non, généralement le rétropéritoine, donc c'est un truc très très rare pour avoir de l'air en rétropéritoine. Parce qu'il n'y a pas vraiment, donc il n'y a pas d'organes creux en rétropéritoine, sauf une petite partie du duodénum. Et c'est rare d'avoir cette lésion. Par contre, le pneumopéritoine, tout le tube digestif, il est à l'intérieur de l'abdomen. Je peux avoir un pneumopéritoine facilement. Vous êtes J'aimerais bien avoir beaucoup de questions. Oussama, Oui, Oussama, docteur. Oui, docteur. ou peut-être la rotation, تاعكم Normalement, le 22 octobre. le 22 octobre. Octobre. Sauf, on reste en contact. Oui, Parce que normalement, je dois vous faire aussi un TD sur la conduite à tenir oui. avec un cas clinique. Donc, la conduite à tenir, donc, elle est la même. Donc, on va discuter après le 5 octobre, 5 octobre, où là, on peut fixer une date pour faire, pour parler de la conduite à tenir devant, puisque la différence entre la contusion et la conduite à tenir, donc, c'est pas la même chose. Non. Et je Ah, peux vous d'accord. faire un cas clinique, mais le problème, qu'on dit comme un cas clinique, j'aimerais bien avoir une déro sous forme de discussion. Ça veut dire, je veux avoir des réponses. دكتور كاين ابليكاسيون دكتور كي نحكيو مره جايه Ah, d'accord. خلاص. Maintenant, le pancréas est opérable ou bien quand on ouvre, on va faire une autodigestion. Le traumatisme du pancréas. Donc là, on parle du traumatisme du bloc duodéno-pancréatique. Si on a un traumatisme de la tête, on peut faire une DPC, une duodéno-pancréatectomie céphalique. Si on a un traumatisme de la queue, on peut faire une splénopancréatectomie. Donc enlever la queue et la rate. Laquelle la tête, on peut enlever le duodénum et la tête. Donc l'autodigestion, c'est autre chose. L'autodigestion, ça, c'est une complication. C'est le traumatisme pancréatique qui la pancréatite post-traumatique. Monsieur, pour un traumatisme du pancréas, c'est le dosage de la lipasémie qui est plus important. Non, non. Donc là, on dose l'amylasémie. C'est pas la même chose que la pancréatite. Là, on dose l'enzyme pancréatique, normal. C'est pas mais la pancréatite. Si on trouve un taux d'amylasémie très important, c'est un traumatisme pancréatique. C'est pas la même chose pour la pancréatite. Vous êtes
Encore. C'est bon. Oussama, je pense Oui. que c'est bon. Oui, docteur. D'accord. Oui, docteur. Donc, on va terminer. Goûte qu'on reste en contact pour se donner un autre rendez-vous, si vous voulez. Hein. Oui, docteur, bien sûr. Ok. Oui. Oui. Ok. Je vous remercie. Merci pour tout. D'accord, docteur, merci beaucoup. Inch'Allah. ربي يعيشك. J'espère que الله j'étais يعافيك. clair. J'ai essayé, mais j'espère que c'était clair. Khlas. D'accord. Oui, c'est clair. Oui, c'est Oui. clair. Yaishk. D'accord. إن شاء الله. Ça. Bon courage, docteur. Merci, Aïchk. Ça.